C'est très mystérieux, l'écriture d'un scénario. Les gens ne savent pas très bien comment ça se passe. Moi, j'ai toujours su, car quand je rentrais de l'école, je voyais mon père avec des bandes de scénaristes qui travaillaient avec lui. Je me mettais dans un petit coin, roulée en boule dans un fauteuil, et j'écoutais ce qui se passait. Pourquoi on a eu envie de vous inviter, Daniel Thompson? Ça fait des années qu'on a envie de vous inviter, mais cette fois-ci sur l'intimité, c'était vraiment bien choisi. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes une des rares scénaristes et cinéastes à avoir travaillé avec votre père, Gérard Houry, et maintenant avec votre fils, Christopher Thompson. Donc on pourrait dire que votre œuvre est née dans l'intimité de votre famille. Et puis ensuite parce que vos films, les films en tant que réalisatrice, moi je trouve que ce sont des petits bijoux d'intimité et entrelacs de sentiments amoureux, familiaux, secrets de famille. En tout cas, vous prouvez qu'il y a mille et une façons d'être une sociologue de l'intimité. Alors, question intime peut-être, aujourd'hui, vous ne seriez pas celle que vous êtes si quoi? Ah mon Dieu, il y a beaucoup de réponses. Je pense que déjà la première réponse, c'est je pense que je ne serais pas ici si mes parents, qui étaient très jeunes pendant la guerre et finalement n'avaient pas quitté Paris au moment des lois de Vichy. Et je pense que c'est ça qui leur a sauvé la vie, qui a permis que je sois là aujourd'hui déjà. Premier départ dans la vie et première chance, parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chance souvent, des chances au pluriel. Et c'est vrai que je suis fascinée justement par les destins et par chaque choix de chaque jour, de chaque heure que nous avons tous. Et y compris des destins aussi incroyables que celui d'Ina, et qui est d'une telle force que c'est difficile après de parler d'une intimité quotidienne finalement qui a à voir avec la vie d'artiste. Mais je pense que en effet je ne serais pas là non plus si mon père n'avait pas finalement décidé un jour de ne plus être comédien et de devenir scénariste, et puis de devenir metteur en scène, et puis qui m'a entraîné dans cette vie professionnelle. Donc voilà, je ne serais pas là pour des tas de raisons à la fois qui tiennent du travail et des sentiments. Mais votre père dit de vous, justement, dans un documentaire, je crois d'ailleurs tourné par Christopher Thompson, il dit que vous êtes sa moitié en écriture, que vous lui donnez le double de sa force, que vous le démultipliez. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est beaucoup d'amour paternel déjà, et puis oui, je pense que c'est vrai qu'il y a dans ce travail d'écriture du scénario quelque chose de très intime. Ce sont des heures et des heures et des jours et des mois, quelquefois même des années passées ensemble, où on décortique des choses qui n'ont pas l'air comme ça d'être si intimes. C'est vrai que quand on écrit un scénario comme La Grande Vadrouille ou Les Aventures de Rabbi Jacob, ce qui ressort sur un écran, c'est quelque chose de très ouvert, de très... mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on va fouiller dans tellement de choses, dans tellement de souvenirs, dans tellement de choses vécues. Et je pense en effet que ces films, par exemple, je reviens à ce que je disais au début, ces films n'existeraient pas si mon père n'avait pas vécu ce qu'il a vécu justement pendant la guerre, qui est loin d'être un destin aussi tragique que beaucoup, mais qui ont certainement marqué cette génération qui avait 20 ans et qui ont eu 20 ans pourris pendant ces années-là, et qu'il a décidé finalement de tordre ces souvenirs-là et d'en faire des comédies hilarantes. Ce destin, il a décidé de tordre ce destin? Oui, je crois. Oui, je crois qu'il a
enfin, il n'est pas le seul. Je veux dire, on peut parler de beaucoup d'artistes, de cinéastes en l'occurrence, puisqu'on est en train de parler de cinéma, mais c'est vrai que des gens comme je ne compare rien, mais je veux dire des gens comme Charlie Chaplin, je veux dire, et la plupart des gens d'ailleurs qui ont travaillé dans des zones de comédie et de comique sont des gens qui sont allés chercher des choses plutôt tragiques et dont ils ont fait quelque chose de complètement différent. Alors pourquoi justement ce tragique a été transformé en quelque chose de beaucoup plus gai, rigolo? Pourquoi ce choix? Je sais pas, peut-être parce qu'il est juif déjà et que ça fait partie vraiment de cet humour, de cette tradition et puis c'est une manière aussi de dominer les angoisses, de dominer ce qu'on a vécu, de dominer. Oui, enfin, en même temps, je parle vraiment d'une assemblée de psychanalystes et je ne parle pas ce langage-là, contrairement à ma fille qui est là et qui pourrait probablement expliquer ça mieux que moi. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose de très qui vient de très loin dans ces choix. Alors maintenant, vous me demandez, bon, il m'a entraîné dans cette aventure et ça vient beaucoup de lui, bien sûr. Oui, mais par exemple, dans les choses intimes de votre famille, qu'on connaît un petit peu, il y a cette phrase qui est « il est poli d'être gai ». Donc justement, pour rester dans cette gaieté, pourquoi poli finalement? Pourquoi c'est poli d'être gai? Pour les autres? C'est-à-dire? Je pense que voilà, ça fait partie d'une discipline finalement de vie qu'on peut exercer plus ou moins bien, mais qui fait que voilà, on ne fait pas peser sur les autres le poids qu'on a à l'intérieur du cœur et de la tête. Mais ça veut dire que c'est impoli d'être triste? C'est pas impoli d'être triste, c'est simplement les contraires ne sont pas toujours les contraires, donc c'est quelque chose de lourd de faire porter aux autres. Je pense que justement la psychanalyse est faite justement pour qu'on puisse se dégager de certaines choses sans le faire supporter par les gens qu'on aime. Alors, je pense que vous dites souvent que la famille, c'est le nœud d'un film, que c'est un thème récurrent, et vous dites, je crois aussi, je crois qu'on ne s'en sort pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne s'en sort pas? On ne se sort pas de la famille, ou on ne se sort pas de traiter la famille dans les films? Je crois qu'on ne se sort pas de qui on est, on ne se sort pas d'où on vient, on ne se sort pas de tout ce qu'on a en soi. On m'a beaucoup dit dans d'innombrables interviews, mais vous racontez toujours des histoires de famille. Mais en fait, si Shakespeare aussi, les Grecs aussi, les tragédies grecques, ce sont des histoires de famille. Les pièces de Molière sont des histoires de famille. Voilà, c'est une des plus grandes sources d'inspiration pour les auteurs dans tous les domaines. Oui, mais en général, quand vous parlez des histoires de famille, et d'ailleurs, je crois que vous définissez vos films comme des comédies sur des gens qui vont mal, c'est quand même intéressant. Ben oui, mais on ne connaît pas tellement de gens qui vont bien, déjà. Oui, mais le choix au cinéma pourrait être inverse. Donc pourquoi ce choix sur des familles en crise, sur effectivement des couples qui se disputent, des mensonges? Pourquoi ce choix-là? Alors, les mensonges, c'est un sujet très intéressant. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, a posteriori, que beaucoup de mes films, finalement, traitent du mensonge. Je dois avoir un truc avec ça, il faudrait qu'on en parle. Mais c'est vrai que le mensonge, je me rends compte que beaucoup de mes films sont une sorte d'apologie de mensonge. Parce que je crois que c'est très important de savoir mentir. Qu'est-ce que ça représente le mensonge? Pardon? Qu'est-ce que ça représente le mensonge? Pour moi, ça représente une forme de protection des autres, souvent. Pourquoi vous avez besoin de vous protéger des autres? C'est pas moi qui ai besoin de me protéger des autres. Si je mens, c'est pour les protéger eux, c'est jamais pour me protéger moi. Pour les protéger, d'accord. Avec vos mensonges à vous?
Oui, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de dire tout le temps, les gens qui vous disent moi je suis cash et je dis ce que je pense, moi ça me terrorise. Donc voilà. Alors justement, collaborer de façon aussi intime avec son père, puis après avec son fils, travailler ensemble toute la journée, des jours et des jours, parfois la nuit. Est-ce que cette relation intime a été mise à mal? Est-ce qu'elle a été en danger? Ou est-ce qu'au contraire, on apprend encore des choses? Qu'est-ce qui se passe dans cette... Alors, moi j'ai beaucoup de relations très intimes avec ma toute petite famille, puisque je suis fille unique, contrairement à... Et d'ailleurs, j'étais beaucoup passionnée justement parce que c'est que les fratries, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais je pense qu'il y a dans les relations qu'on peut avoir, puisque j'ai le bonheur d'avoir une fille et un fils, et que j'ai une relation très très proche avec eux deux, et que j'ai eu une relation très proche avec mon père et avec ma mère, très libre, avec bien sûr des limites, mais très libre. Et qu'il y a quelque chose de, je pense, quand ça se passe bien, quelque chose de très simple, une relation avec une fille, en tout cas en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que la relation avec un homme plus âgé et un homme plus jeune, puisque c'est ce que je vis avec l'un et avec l'autre, ce que j'ai vécu avec l'un et avec l'autre, il y a certainement quelque chose qu'on découvre de plus en travaillant sur des films, parce qu'on part dans tous les sens, parce qu'on s'aperçoit que finalement on se livre, et en effet c'est un climat très intime, comme je le disais avant. On est seul dans un petit bureau avec des feuilles de papier ou des ordinateurs, et puis on échange, et dans les idées qui surgissent et qui viennent d'où? C'est ça le mystère de l'écriture, d'où ça vient. On dit toujours, mais d'où est-ce que vous avez eu cette idée? On ne sait pas, ça surgit de quelque part, et c'est peut-être quelque chose qui révèle beaucoup de choses sur l'un et l'autre qu'on n'aurait probablement jamais pu aborder en dehors de ces séances de travail qui sont censées n'être que des séances de travail, mais qui deviennent probablement des séances dans un autre genre. Oui, donc elles surgissent dans les dialogues et dans le scénario. Oui, dans les idées, dans les souvenirs des uns et des autres. C'est très intéressant. Là, je parle par exemple de l'écriture de La Grande Vadrouille. Moi, je n'ai pas vécu la guerre. Je suis né pendant la guerre, mais j'ai donc pas vécu la guerre. Et je travaillais avec deux hommes, mon père et Marcel Julien, qui eux avaient été des adultes pendant la guerre, et qui avaient des tabous, qui avaient des espèces de réactions qui m'étonnaient beaucoup. J'étais très jeune à l'époque, j'avais 23, 24 ans, et d'une certaine manière, je pense que j'ai apporté quelque chose d'un peu libérateur pour eux deux, parce que moi, ça me paraissait tout à fait normal de rire de certaines choses qui, eux, quand même, les mettaient un petit peu, les rendaient très inconfortables. Oui, c'est aussi passionnant de travailler avec des gens d'une autre génération, parce qu'on a un point de vue qui est complètement différent sur beaucoup de choses, et qu'on découvre justement chez l'autre. Par exemple, de les avoir ri sur quelque chose qui, eux, pour eux, était très grave, quelque chose dont vous vous souvenez? Je dirais que je me souviens plus de ça par rapport à l'écriture, par exemple, des aventures de Rabbi Jacob, qui était quelque chose qui était sur le fil du rasoir tout le temps, parce qu'on riait beaucoup. Et puis après, on se disait, mais finalement, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Est-ce que ça va heurter les sentiments des uns et des autres, les communautés? Enfin, cette espèce de notion effectivement, a-t-on le droit de rire à tout et avec qui, etc. Donc, j'ai des souvenirs littéralement de chaque réplique et de chaque scène de ce film. Oui, par rapport aux événements de l'époque, parce qu'on dit qu'on ne pourrait plus refaire Rabbi Jacob aujourd'hui, mais à l'époque, on ne pouvait pas le faire tellement non plus. C'était pas non plus. C'était déjà une époque bien difficile à ce point de vue. Et donc, oui, j'ai des souvenirs comme ça d'autocensure que, Dieu merci, nous n'avons pas respecté. Alors,
Alors si on revient un peu sur vos dialogues, par exemple dans La Bûche, il y a des mystères qui se cachent derrière certains dialogues et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Par exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un, c'est Christopher d'ailleurs, je crois, qui dit « Il faut les faire parler, les mères, elles savent tout, il faut les faire parler ». Alors, que savent les mères qu'elles ne disent pas? Ah ben déjà, le secret des naissances. C'est l'histoire du film, donc, enfin c'est une des histoires du film. Les mères voilà, n'ont pas toujours eu forcément l'avantage sur les hommes ou sur les pères, mais elles ont en effet accès au vrai secret, à la vérité Enfin, je crois que bon, les choses maintenant, bien sûr, ont un petit peu changé depuis qu'on peut contrôler les choses davantage, mais il y a toute une génération qui n'est pas si loin, où on s'aperçoit que beaucoup de gens, par exemple, ne sont pas les enfants de ceux qu'ils croient. Et les mères sont les réceptacles de ces mystères, de ces cachotteries, de ces secrets de famille qui sont incroyablement dévastateurs dans les familles. Mais les mères savent plus que tous, oui, je pense. C'est quelque chose de personnel pour vous? Oui, c'est quelque chose de personnel parce que il y a un secret de famille autour de la naissance de mon père et que je pense d'ailleurs je n'aurais jamais su si ma grand-mère, sa mère, ne me l'avait pas révélé. Et donc lui, c'était quelque chose de complètement fermé. Et donc voilà, l'exemple même de quelque chose qui probablement, quelque part dans ma tête, a dû me faire écrire cette réplique. Absolument. Alors il y a une autre réplique aussi qui m'intéresse par rapport au temps, comme ça, justement dans Fauteuil d'orchestre. À un moment donné, le collectionneur Claude Brasseur dit à son fils, qui est en train de lui reprocher d'ailleurs sa relation avec une femme plus jeune, tu sais, un jour le temps qui passe devient le temps qui reste. Il y en a une autre aussi, mais c'est pas dans Fauteuil d'orchestre, c'est dans La Bûche où Claude Rich appelle sa femme, enfin son ex-femme, et où il lui dit allô, je vais mourir, je veux te voir. Donc j'aimerais savoir un petit peu quel est votre rapport au temps qui reste ou au temps. Ben à l'âge que j'ai, je le vis. Je le vivais déjà d'ailleurs à l'époque, mais je le vis bien sûr encore plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est une réplique dont beaucoup de gens me parlent de cette réplique, des gens de tous les âges d'ailleurs. Et voilà, le temps qui reste. C'est vrai que c'est une manière de compter qui change avec l'âge. Et puis avec, bon, dans ce contexte du film où il y a le jugement d'un homme plus jeune vis-à-vis de son père et de cette espèce de survie du personnage de Claude Brasseur qui en fait ne se remet pas finalement de la mort de sa femme, mais qui vit et qui explique à son fils certaines choses qu'il ressent. Et c'est vrai que c'était très très banal finalement de dire ça, mais c'est vrai que plus ça va et plus ça va vite, et donc on est confronté à ces moments qui, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme les gens malades qui vous disent souvent qu'ils profitent de la vie tellement en étant conscients que ça va peut-être aller encore plus vite que prévu. Et bien, même si c'est pas aussi vite que prévu, je pense qu'on est très conscient enfin moi, en tous les cas, je le suis. Oui. J'ai l'impression que ça a été long, enfin souvent conscient, parce que vous disiez, nous allons tous mourir un jour, et nous savons que ça ne se passera pas bien. Alors autant profiter des petits bonheurs de l'existence. Donc j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous pensez à ça. Oui, enfin je suis pas obsédée je suis pas obsédée par la mort, mais enfin voilà, on vit tout de même, Dieu merci conscient que ça va nous arriver, mais encore une fois, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à parler de ça à travers
d'autres, parce que ça c'est aussi, puisqu'on revient à ce sujet de l'intimité, c'est très intéressant pour un auteur, et il y a quelque chose d'ailleurs d'assez merveilleux quand on entend les acteurs parler le langage qu'on a écrit. Ça c'est quelque chose de très particulier au métier de scénariste. Et on entend des acteurs qui finalement transmettent une forme d'intimité qu'on leur a donnée à travers les personnages. Et c'est une expérience intéressante. Et des choses comme ça, par exemple, c'est vrai que le temps qui passe, Dieu merci, j'en parle pas tous les jours, mais c'est là quand même. Ouais. C'est plutôt dans le film. Oui, c'est à côté. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous hantent, que vous avez envie de... Enfin, oui, qui vous hantent, que vous n'avez pas tourné, que vous auriez envie de tourner? Ce qui me hante surtout, c'est de ne pas trouver de sujet. c'est ça. Donc ça, oui, ça fait partie de la grande angoisse. Voilà, qu'est-ce qui va tout à coup me donner envie non pas d'ailleurs, parce que j'ai quand même beaucoup plus une formation de scénariste que de metteur en scène, bizarrement, parce que c'est pas tout à coup la hantise de me retrouver sur un plateau, mais c'est la hantise de me dire je vais aller m'asseoir à mon bureau, puisque j'écris encore à la main, comme les dinosaures que je suis, et de me dire que j'ai envie d'écrire une histoire, de raconter quelque chose, de faire partager quelque chose dans lequel je peux justement mélanger mon intimité à celle du public et leur faire oui, les réveiller ou les faire rire ou les faire pleurer, c'est le rêve. Donc à travers des personnages qui sont à moitié inventés, mais qui ont l'air inventés, mais qui sont toujours à moitié inventés, puisqu'ils sont toujours aussi. Ils viennent, bien sûr, ils viennent de loin. Mais justement, est-ce qu'à chaque fois dans un film, on ne recrée pas avec les acteurs une sorte de famille, mais une famille qui va se séparer à chaque fois à la fin du film? Comment on se sépare à chaque fois, parce que ça doit être... C'est à la fois très, très gai, très triste. Marine peut confirmer ce que je dis. Une fête de fin de film, c'est à la fois très gai, très triste, parce qu'en effet, on a vécu avec une fraternité, avec bien sûr des histoires multiples, parfois même des conflits, mais on a comme dans les familles, en effet, mais avec alors vous parlez du temps qui passe, avec cette fameuse notion qu'on va avoir effectivement ce dernier jour de tournage et que cette espèce de cocon des seins d'abeilles très 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 ouvrières qui se sont données à fond, parce que le tournage d'un film c'est un truc de fou, c'est comme une armée, il n'y a pas une seconde à perdre, on lutte contre le temps. Et on est incroyablement soudés, quelle que soit l'atmosphère. C'est vraiment une expérience très, très forte. Et puis on sait, et parfois même on a un technicien qui vous dit je ne pourrais pas être au dîner de fin de film parce que je suis déjà parti sur un autre film et je pars demain et je ne pourrais pas être là après-demain parce que généralement c'est toujours un jour après ou 2 jours après. Et voilà, il va recommencer l'aventure avec d'autres et recréer une intimité. Parce que, bizarrement, encore une fois, je reviens à un sujet, il y a une incroyable intimité dans une équipe de film. Parce qu'on est 30, 50, 80, enfin ça dépend des moments, et puis ça dépend des budgets, et puis ça dépend... Mais voilà, on a une intimité parce qu'on fabrique quelque chose ensemble, puisque et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on est 2 au début, donc, ou 3 dans une pièce avec des feuilles de papier ou des ordinateurs, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, on est 6, 8, 10, et puis on est très, 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 très soudés, et puis voilà. Et c'est une sorte d'exercice qui n'est pas loin de ce que c'est que la vie, en fait. Mais alors justement, puisque vous disiez qu'au départ on est 2, donc là vous travaillez avec votre fils souvent pour écrire des scénarios. Après, il est acteur aussi, et il a tourné aussi dans vos films. Et justement, je me disais, comment on fait pour être réalisatrice de son fils qu'on voit tourner? Est-ce qu'on reste mère quand il est là en train de jouer devant soi, ou est-ce qu'on est réalisatrice?
simplement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de la je crois que quand on rentre dans les chaussures d'un réalisateur, on devient incroyablement égoïste d'une certaine manière et j'espère pas trop mégalomane, mais quand même, pas trop, mais quand même. Et oui, je pense qu'on oublie, de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de dur ou de désagréable sur un plateau. J'ai horreur de ça. Et puis les acteurs, je veux dire, c'est la phrase de mon père qui m'a toujours frappé, qui disait les acteurs, c'est comme du papier de soie. Si on les froisse, on ne peut plus jamais après les remettre comme il faut. Donc, je fais très attention et je suis très très respectueuse et très très tendre vis-à-vis des acteurs. Mais je suis pas plus tendre avec mon fils qu'avec les autres, mais voilà. Et en même temps, voilà, j'obtiens ce que je veux, bien sûr, et je ne pense qu'à ça, et je suis obsédée par ça. Donc, mon fils devient, voilà, il est dans la fameuse ruche dont je parlais tout à l'heure, une des abeilles, et c'est comme ça. D'accord. Alors, je sais que vous êtes proche des femmes, que vous êtes une cinéaste proche des femmes. Que pensez-vous de la libération des femmes, de la parole des femmes surtout? Est-ce que, en tant que femme, vous vous êtes confrontée à ces codes masculins difficiles, compliqués? Est-ce que vous avez l'impression, dans tout votre trajet, d'avoir bataillé particulièrement? Vous êtes heurtée à des hommes? J'ai eu beaucoup de chance et je pense que j'ai traversé toute cette époque de grande évolution, et Dieu merci, il y a quand même eu déjà une grande évolution. Et ce soir, j'ai vu un spectacle qui m'a passionné, qui s'appelle Plaidoirie, qui est en ce moment, avec Richard Berry. voilà, et qui sont des plaidoiries de grands avocats sur des grands cas de criminels. Et la dernière plaidoirie est une plaidoirie de Gisèle Halimi, qui défendait une jeune femme qui était avortée en 1972, donc on n'est quand même pas au Moyen-Âge. Et donc l'avortement n'est pas légal. Et la plaidoirie de Gisèle Halimi est absolument extraordinaire parce qu'elle est magnifique, mais elle vous remet dans le contexte de ce qu'était encore la condition féminine en France à l'époque. Non pas qu'il n'y ait pas encore beaucoup de progrès à faire, mais quand on entend cette plaidoirie et sa manière de parler de justement le droit des femmes de disposer de leur corps, évidemment l'incroyable mise à l'écart et utilisation des femmes par les hommes depuis des siècles pour les réduire à uniquement leur fonction de la maternité. C'était vraiment un moment extraordinaire. Les gens étaient passionnés et je me disais quand même, Dieu merci, ça au moins ici, pas partout, et dans beaucoup d'endroits malheureusement pas du tout, mais il y a eu cette extraordinaire évolution. Alors maintenant, je pense que il ne faut pas se focaliser sur le cinéma, qui est finalement quand même un milieu particulier. Mais je crois que ce qui se passe, c'est très important pour toutes les femmes, en plus, bien sûr, des actrices, mais pour toutes les femmes qui sont harcelées partout. Et que cette fameuse affaire MeToo, elle déclenche quelque chose de formidable. Merci Daniel Thompson.